Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, je vais vous développer des pièges qui concernent la variante principale du gambit laiton, qui s'obtient après E4, 5, cavalier F3, F5, le gambit laiton, cavalier prend E5 et dame F6. Alors ce coup dame F6, c'est pas un coup habituel qu'on voit dans les débuts d'ouverture, la sortie de la dame, mais dans le cas présent, il a deux fonctions principales. La première, c'est de rendre caduque ou impossible toutes les variantes des blancs qui consistent à sortir la dame en H5 pour attaquer directement le roi. Pourquoi? Parce que dans cette position, les noirs jouent G6 avec une attaque double, la dame ici et le cavalier en E5. Et dans le cas présent, grâce à la présence de la dame en F6, le cavalier ne peut pas se sacrifier en G6 puisqu'il peut être immédiatement repris. Pourquoi? Parce que la dame en F6 défend efficacement la tour en H8. Et donc c'est la dame qui se retrouve en mauvaise position, qui est en prise et qui doit se rapatrier. Et la partie est perdue pour les blancs, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc c'est la première fonction de dame F6. La deuxième fonction, c'est bien entendu d'attaquer ce cavalier en E5, ce qui induit deux réponses principales pour les blancs. La première, c'est D4 pour défendre le cavalier, et la deuxième, qui était préférée par Bobby Fischer, c'est cavalier C4. Donc après dame F6, sur la réponse D4, les noirs jouent normalement D6 pour obliger les blancs à rejouer leur cavalier. Et là, j'ai pas le temps de développer cela trop longtemps, mais la mauvaise case de repli, c'est la case F3, puisque les blancs vont perdre du temps à redéplacer une troisième fois leur cavalier après la prise du pion E4. Le déplacement en D3 est moins mauvais. Il fera l'objet d'un petit exercice en fin de vidéo, mais normalement le déplacement habituel c'est en C4. Toujours est-il que de temps en temps, les noirs ne jouent pas D6, et ils pourraient tenter de prendre ce pion ici en E4, qui n'est pas défendu. Dans le cas présent, ce sont les noirs qui sont en situation maintenant difficile. Alors les blancs peuvent d'abord jouer fou C4, comme ça vous est indiqué ici, mais ils peuvent tendre un piège en jouant cavalier C3. Ce coup fait mine de prendre le pion en E4 et d'attaquer la dame. Et les noirs pourraient être tentés de vouloir défendre ce pion, par exemple avec un mauvais coup qui serait D5, qui serait immédiatement pris par le cavalier. Mais ils peuvent essayer eux-mêmes de tendre un piège en se disant qu'en attaquant le cavalier en jouant D6, en jouant donc le cavalier E5, la reprise du pion ici n'attaquerait pas vraiment la dame, puisque si la dame se déplaçait en H4, alors deux pièces blanches seraient en prise, l'une des deux tomberait et les noirs s'en retrouveraient en meilleure position. En fait, ce sont bien les blancs qui ont tendu un piège, parce qu'après avoir joué D6 dans cette position, les blancs ne vont pas du tout reprendre le pion E4, ils vont jouer cavalier D5, attaquant la dame, et au passage menaçant de jouer cavalier prend C7 avec une fourchette et d'empocher la tour. Mais rien que le repositionnement de la dame dans cette position va poser problème. Si la dame se positionne en D8, ce qui serait la meilleure façon d'empêcher la fourchette, alors les noirs ont perdu tout le bénéfice de leur positionnement de la dame en D6, et les blancs vont tranquillement installer leur dame en H5 et commencer l'attaque sur le roi noir, avec un bénéfice supplémentaire lié à la présence des deux cavaliers ici. Regardez ce qui se passe après G6, le cavalier se sacrifie, et contrairement à tout ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, le coup cavalier F6 n'aura aucun effet dissuasif sur la dame, puisque l'autre cavalier pourra le reprendre. Et dans cette position, les noirs sont condamnés pour ne pas perdre la tour, ce qui est inéluctable, avec échec en plus, ils sont condamnés à sacrifier la qualité. Le pion prend le cavalier, la dame prend la tour, et les blancs sont en situation largement favorable. Deuxième repositionnement de la dame, c'est au contraire de rester par exemple en H4 pour
coûte que coûte empêcher l'intrusion de la dame blanche, quitte à perdre l'autre tour, ben effectivement, à ce moment-là, ils perdent l'autre tour, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci, le cavalier joue en C7 et récupère la tour au coup d'après, les blancs sont gagnants. Et puis, il y a un autre coup euh, que je vais vous demander d'évaluer. Alors oui, il y a d'autres coups, pardon. Euh, bon, celui-là, bien entendu, est absolument interdit, hein. Le cavalier C7 et la dame est tombée. Il y a un autre coup qui serait dame F5, qui a le même objectif que le précédent, qui est d'empêcher l'intrusion de la dame en H5, et qui a été joué en partie réelle au championnat argentin en 2003. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir sur ce coup. Quelle est la bonne réponse des blancs à ce coup? Alors en fait, la bonne réponse, c'est pas de jouer cavalier prend C7, c'est tout simplement de jouer G4, parce que vous voyez qu'après, la dame noire est perdue. Pour être complet brièvement, qu'auraient dû jouer les noirs dans cette position? Eh bien, probablement que le moins mauvais coup était de jouer fou B4, avec la suite prévisible fou C4, et si les noirs se développent par cavalier E7, alors fou F7 échec obligeant le roi à se déroquer, le fou sera patré en B3, la tour se développe en F8 avec menace de mat, petit roc des blancs, fou prend C3, le noir obtient un doublement de pion, B prend C3, donc cette partie en fait a réellement existé, elle s'est jouée en l'an 2000, après D6 qui là est un coup qui tient la route, on a une magnifique petite combinaison tactique des blancs qui commence par F3. Vous voyez que le cavalier est imprenable, s'il est pris, ben, il y a échec avec la dame qui est attaquée, qui ne pourra même pas couvrir l'échec parce que le pion couvre aussi la case D6. Donc le cavalier est tabou, et le pion lui-même est tabou aussi, parce que à ce moment-là, tour prend F3, et si la dame quitte cette colonne F, par exemple en jouant H4, mais ce n'est qu'un exemple, alors ben, c'est immédiatement échec et mat. Cette partie a réellement eu lieu, pour vous montrer quand même que le gambit letton peut être rapidement puni lorsqu'il n'est pas joué de façon précise par les noirs. Et donc, j'espère vous avoir convaincu au final, par cette première partie de cette vidéo, que dans la position initiale de la variante principale du gambit letton, après D4, il ne faut surtout pas jouer F prend E4. Donc nous voici à la position critique de la variante D4 du gambit letton après dame F6. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, la meilleure réponse est de jouer cavalier C4. Et le piège que vous allez voir est tiré d'une partie qu'a joué Bobby Fischer lui-même à l'âge de 20 ou 21 ans, et qui est absolument fantastique. Après prise du pion en E4, cavalier C3, le meilleur coup étant ici de jouer la dame en G6 ou en F7. Probablement que G6 est un peu meilleur, mais dame F7 tient la route. Et là, Bobby Fischer avait développé son fou en E2. Cavalier F6, petit roc, fou E6, et le fameux rapatriement du cavalier en E3, typique de Bobby Fischer, cavalier E3, D5, F3, rupture de pion thématique dans le gambit letton pour attaquer ce pion avancé en E4. Tout ça est complètement théorique. Pion prend F, fou prend F. Vous voyez qu'il y a une attaque double du pion en D5 qui n'est que inefficacement contrôlé par ce cavalier, puisqu'il est sera cloué lorsque le fou blanc aura bougé. Et donc ce pion est défendu par C6. Et Bobby Fischer joue cavalier G4. Dans cette position, les noirs sont en retard de développement, et il serait naturel de jouer fou D6. Et là, en fait,
on assiste à une magnifique combinaison. Cavalier prend F6. Vous pouvez mettre 3 points d'exclamation. Échec au roi. Le cavalier ne peut pas être repris. Et donc le cavalier F6 est perdu. Il ne peut pas être repris par la dame. Parce qu'alors, fou H5 fait échec au roi avec une attaque à la découverte et la dame est perdue. Il ne peut pas non plus être pris par le pion, parce qu'à ce moment-là, fou H5, toujours le même coup, prend la dame qui est clouée, et le fou est efficacement défendu par la dame en D1. Fischer avait gagné par abandon. Donc, d'une simplicité, d'une limpidité, d'une efficacité, voilà. Bon, on est tous fans de Bobby Fischer, je pense. Donc, vous venez de voir que fou D6 est mauvais dans cette position. Donc, on est au 12e coup des noirs. Le coup de développement recommandé, c'est cavalier BD7. Et je vais vous montrer une jolie combinaison qui peut survenir à la suite de cette position. Après dame E2, grand roc, cavalier E5, les blancs posent un problème aux noirs. Les noirs peuvent craindre la reprise du cavalier à cause de la suite pion prend, attaque du cavalier, obligeant ce cavalier à bouger, par exemple en D7, et permettant aux blancs une attaque à la découverte de la dame avec un pion perdu gratuitement par les noirs. Et donc, dans cette position, après cavalier E5, les noirs peuvent être tentés de replacer leur dame. Peu importe d'ailleurs l'endroit où ils la placent, par exemple en E8, mais c'est la combinaison qui va suivre, fonctionne quelle que soit la position de la dame. Les blancs prennent en C6, sacrifient leur cavalier. Les noirs reprennent le cavalier pour ne pas perdre la tour. Et ensuite, une combinaison de maths magnifique. Dame A6, roi B8, fou F4 échec, roi A8, what else, et dame C6, échec et mat. Donc une magnifique combinaison qui survient avec un mat au 18e coup. Donc voilà pour l'une des premières variantes. Retenez principalement dans ce petit chapitre le piège de Fischer. Après donc D6, le cavalier blanc se rapatrie en C4. Les noirs prennent en E4, cavalier C3, et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut, d'après la théorie, jouer la dame en F7 ou mieux en G6. Et que se passe-t-il si les noirs poussent en C6 avec l'idée de pousser en D5, d'attaquer ce cavalier mal placé en C4 et d'obtenir un très fort centre de pion noir? Eh bien, c'est une très très mauvaise idée pour les noirs. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ils perdent le pion E4, mais on peut dire que c'était anticipé. On sent poindre une fourchette de pions ici. Les noirs, dans un premier temps, protègent leur dame et clouent le cavalier E4 par dame E6. Et après l'annulation du clouage par dame E2, les noirs jouent D5, très contents d'avoir obtenu une fourchette de pions, avec la certitude de gagner une pièce. Eh bien en fait, non, pas du tout. Les blancs ont une ressource tactique magnifique qui consiste à jouer cavalier D6, échec au roi. Et vous voyez que la dame ne peut absolument pas reprendre ce cavalier puisqu'elle est clouée. Et donc le roi doit bouger. S'il bouge en D7 par exemple, les blancs jouent cavalier F7 attaquant la tour. Ce cavalier ne peut pas être pris. Si la dame le reprend, cavalier E5, le deuxième cavalier rentre en scène et fait une fourchette royale. La dame noire est perdue. Et donc les noirs doivent se résoudre à perdre leur tour. Ils vont, dans un premier temps, se consoler en prenant le cavalier en C4. Après tout, c'était leur but initial. Il faut avoir de la suite dans les idées, même dans l'adversité. Les blancs prennent la dame, les noirs reprennent la dame, et avant de se jeter sur la tour, les blancs font échec en récupérant le pion C4, et le roi rebouge, le cavalier prend la tour, et maintenant, on pourrait s'arrêter là, mais pour aller jusqu'au bout de la démonstration,
toute la question dans ce genre de position, c'est de savoir si les blancs peuvent récupérer ce cavalier coincé au bord enfin, dans le coin de l'échiquier. Il y a la menace de récupération du cavalier en 2 coups après G6 et fou G7. Donc les noirs peuvent commencer par jouer en plus fou E6 pour fragiliser la case F7 de retrait du cavalier. À ce moment-là, les blancs jouent fou G5 échec et ils vont manœuvrer pour attirer le roi loin de la 7e rangée. Donc ça commence par fou G5 échec, le cavalier s'interpose, fou prend E6, roi prend E6, grand roc, et après un coup de développement naturel, mais ça pourrait être d'emblée d'ailleurs le coup G6, ça ne changerait rien. Disons que le cavalier en D7 ici c'est meilleur, et la suite c'est tour E1, tour HE1. Vous voyez que le roi ne peut plus revenir en arrière sur la 7e rangée. Donc il va venir attaquer le fou, c'est la meilleure case, le fou ici, le fou H4, le fou se réfugie en H4, pardon, et les noirs peuvent espérer encore gagner un temps, un temps pour récupérer ce cavalier en jouant G5, le fou se rapatrie sagement en G3, et le coup fou G7 ici est maintenant trop tard, puisque la case F7 est libre de toute contrainte de la part des noirs, et donc le cavalier s'est échappé. CQFD, fin de la démonstration, vous avez vu une magnifique combinaison des blancs. Et donc, moralité de cette histoire, voilà la raison pour laquelle, après fou C4 et cavalier C3, pardon, le coup C6 est absolument inutile, fait perdre un temps précieux et se font fourvoyer les noirs. Alors après le repli du cavalier en C4, pion prend E, cavalier C3, je vous ai expliqué que la meilleure case pour la dame dans le coup qui suit, c'est G6. Et le plan des noirs est de consolider leur centre par C6, E5, développer leur cavalier et d'acquérir un peu de solidité. Ce que les blancs doivent d'emblée empêcher en jouant le coup F3, qui est une rupture thématique dans le gambit Clayton, dans cette variante principale. Cette rupture de pion encourage la reprise sur F3, la dame reprend, mais ce faisant, elle laisse en prise le pion C2. Pensez-vous que ce pion est prenable par la dame? Petit indice, regardez la couleur de la flèche. Donc vous avez compris que non, car si la dame prend ce pion en C2, alors elle est capturée après fou D3, un piège tout simple et très efficace. Et donc, après dame prend F3, les noirs n'ont juste qu'à se développer. Et la suite théorique, c'est de jouer fou D3, dame G4. Ce qui donne aux noirs un jeu encore actif. Et les blancs peuvent empêcher ce type de manœuvre en jouant un coup un peu tricky ici, qui est cavalier E3, avec pour principal objectif le contrôle de cette fameuse case G4 pour empêcher toute incursion du fou de case blanche ou de la dame sur cette case. Accessoirement, il peut aussi jouer en E5. Et à ce moment-là, les noirs se développent en C6 et les blancs attaquent la dame. Nouveau petit piège, le pion D est-il prenable? Bien entendu non, car les noirs n'auront bien sûr pas le temps de reprendre la dame à cause de l'échec qui accompagne la reprise de la dame noire. Et après la reprise du fou, eh bien, la dame peut tranquillement se mettre à l'abri. Donc après fou D3, la dame est obligée de rebouger, et si elle joue F7, les noirs peuvent encore être incités à tomber dans un piège. Après fou C4, le piège consisterait le mauvais coup consisterait à interposer le fou de case blanche en E6 à cause de la fourchette de pion. C'est simple, mais ça peut encore marcher, surtout dans des parties rapides. Et donc, il ne faut absolument pas jouer ça. Après fou C4, il faut à nouveau mobiliser la dame, et G6 reste la meilleure case. Et à ce moment-là, le cavalier peut jouer en
en D5, menaçant une fourchette de pions. Après l'échange du cavalier, la reprise par l'autre cavalier, et là je vous demande de faire une pause et de trouver le meilleur coup de défense des noirs contre cavalier prend C7. J'espère que vous avez compris que la meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Et ici les noirs doivent jouer fou G4, attaquant la dame. La dame fait échec en E3, mais le roi du coup se mobilise en D7, avec cette fois-ci un immense danger pour les blancs qui serait le coup tour E8, prenant la dame en enfilade. Et donc les blancs doivent absolument roquer. Et après tour E8, la dame se repositionne en F2. Et on arrive à une position que je ne vais pas développer plus avant. Mais je peux vous dire que si vous avez joué ces coups de cette façon, ben vous jouez comme un maître international. J'ai repris les premiers coups d'une partie de Miodrag Perunovic qu'il avait brillamment gagné. Et si vous êtes intéressé pour voir comment les blancs ont exploité cette position, ici après roi C8 à l'abri, eh bien je vous encourage à voir sa vidéo sur le gambit laiton. Je précise que sa vidéo sur le gambit laiton joué par les blancs est excellente, mais celle jouée par les noirs est par contre, à mon avis, pas très crédible. Alors dans cette position, plutôt que de jouer en D4, les blancs peuvent rapatrier directement le cavalier en C4, puisque vous avez vu que même dans les variantes D4, ce cavalier souvent retrouve cette case. Donc pourquoi ne pas le faire tout de suite? C'était d'ailleurs le coup préféré de Bobby Fischer dans cette position. Les noirs reprennent le pion E, les blancs jouent cavalier C3, et la dame joue en F7, principalement pour libérer la case de développement du cavalier noir. Et après, alors bien entendu, juste ce pion, bien entendu, n'a pas besoin d'être défendu par les noirs, parce qu'en cas de reprise par le cavalier, vous avez immédiatement une fourchette, bien sûr, donc on ne peut pas appeler ça un piège tellement c'est évident. Les blancs jouent D4, et les noirs peuvent être amenés à jouer un mauvais coup qui est D5. Alors ce mauvais coup, qui est en apparence bon, puisqu'on consolide le centre, on attaque une pièce, en fait elle induit une réplique avec gain de temps et un magnifique positionnement du cavalier ici en E5, avec une attaque à la dame à la clé, et donc la dame doit bouger, et la meilleure case ici c'est E6. Alors dans cette position, il y a deux façons de continuer de jouer pour les blancs. Vous avez une façon plutôt positionnelle, qui consisterait à jouer F3, parce que après pion prend et dame prend, l'avance de développement des blancs est manifeste. Le jeu est simple, c'est du développement classique, fou D3, petit roc, la colonne F est ouverte pour une attaque directe du roi. D'ailleurs, le retard de développement des noirs est aussi criant, et toutes les pièces ici sont dans leur starting block. Donc c'est clairement un avantage positionnel, et ça tient complètement la route de défendre ce type de suite. Si on n'est pas trop positionnel, ce qui est un peu mon cas, on peut préférer des variantes tactiques. Alors il y en a trois qui sont compliquées, mais qui doivent pouvoir gagner pour les blancs, et qu'on a longuement analysé avec Philippe Kessmaker. Et une qui est beaucoup plus simple. Alors les trois compliqués, c'est d'abord, je vais les mettre en jaune, pour vous montrer que c'est pas tout à fait un feu vert pour les jouer, c'est Dame H5. Après Dame H5, échec au roi, G6, cavalier prend G6, et c'est la dame qui reprend. Et si la dame reprend, la dame peut faire échec, mais vous voyez tout de suite qu'elle ne peut pas prendre la tour au coup d'après. Si par exemple ici, le cavalier s'interpose en E6, que la dame prend la tour, alors fou G7 attaque la dame, et le cavalier en E6 était judicieusement placé puisqu'il protège
le cavalier en G8, et donc c'est perdu pour les blancs. C'est aussi la même chose si sur cet échec il joue fou E7, la reprise entraîne la perte immédiate de la dame, ici, et si les blancs ne reprennent pas tout de suite mais font un coup intermédiaire qui est un bon coup, qui est cavalier prend D5, les noirs vont jouer cavalier D7 attaquant la dame, et donc là provoquant le piège, la dame va prendre la tour, et sur fou, en F6, les blancs vont prendre le fou, les noirs vont reprendre le cavalier. Alors la variante est gagnante pour les blancs parce que l'avantage matériel est au blanc, mais cette dame ne devrait pas pouvoir survivre si les noirs jouent très bien. Donc c'est une variante extrêmement compliquée à jouer pour les blancs. Donc c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. La variante dame H6, dame H5 pardon, est compliquée à jouer. Autre variante très compliquée, la variante sacrifice du cavalier en D5. Après cavalier prend D5, la dame reprend le cavalier, et l'objectif de cette manœuvre, c'est de pouvoir jouer tout de suite fou C4 avec une forte attaque sur la dame. La dame se positionne en D6, et là malheureusement, la suite est beaucoup plus compliquée à jouer pour les blancs. Alors d'abord, celle qui ne marche pas, c'est cavalier F7, avec une fourchette certes, mais la dame qui doit bouger a une magnifique case ici qui est la case B4, avec échec, et si les blancs par l'échec, par exemple ici par ce coup de pion, la dame reprend le fou, et puis même si les blancs reprennent la tour avec le cavalier sera perdu après ce coup G6 et fou G7. Et donc au final, le déficit matériel sera du côté des blancs. Donc la suite cavalier F7 ne marche pas. La suite fou F7 est compliquée aussi. Par exemple, roi E7, fou F4, un bon coup, avec une menace d'échec à la découverte et de prise de la dame. Alors ça doit entraîner un repositionnement de la dame. Si les noirs ont vu cette menace, le coup le plus naturel ici, c'est de jouer, par exemple, dame B6. Et là, dans cette position, les blancs peuvent tenter un petit piège, mais qui n'est pas du tout sûr de marcher. C'est pour ça que cette variante est compliquée. Ils peuvent prendre ici en G8, juste pour être complet. Hein, dans cette position, les moteurs d'analyse, ce qu'ils conseillent, c'est de rapatrier le fou en B3. Mais s'ils prennent en G8, clairement, l'idée, c'est de jouer au coup d'après dame H5 et de poursuivre l'attaque en amenant la dame en F7, ce qui peut être effectivement très désagréable. Le fou noir peut tomber. Et donc, ça tend un piège aux noirs, les noirs pouvant se dire, je vais prendre ici en B2 pour menacer la tour, et donc bloquer, empêcher la sortie de la dame qui est le seul défenseur de la tour. Mais s'ils font ça, c'est une catastrophe, parce qu'après, fou G5 échec, le roi n'a que 2 cases, aucune pièce ne peut s'interposer. S'il joue en E8, alors fou F7 fait échec et mat. Et s'il joue en D6, alors cavalier C4 récupère la dame noire. Mais en dehors de ce coup un peu piégeant, certes, qui est le coup fou prend G8, ici dans cette position, c'est très compliqué pour les blancs de continuer à garder un avantage dans cette ligne. Et c'est pas la peine de poursuivre plus avant l'analyse. Plutôt que de jouer cavalier F7 ou fou F7, dans cette position, les blancs peuvent, pour être complet, jouer dame H5, ce qui rend la position encore plus complexe, qui amène une dame supplémentaire à l'attaque. On peut penser que les suites peuvent être encore plus favorables blancs. Vous avez vu que c'était compliqué dans les suites précédentes. Mais là encore, les noirs peuvent s'en tirer en jouant très bien. Alors après G6, le fou fait échec en F7, et le roi
a deux cases de repli. La première, en D8, là entraîne une perte immédiate des noirs après fou G5, cavalier F6 par exemple, fou prend le pion en G6, avec une menace de fourchette, vous voyez sur F7 avec le cavalier en E5, la dame doit se repositionner par exemple en E6, le cavalier va quand même en F7 menaçant la tour, le roi se repositionne en D7, et après fou prend F6, on peut imaginer un échec intermédiaire, fou B4, C3, la dame reprend le fou en F6, et le cavalier prend la tour, et au final, après la récupération du fou par les noirs, et la récupération du pion par les blancs, l'avantage matériel est déjà conséquent, une tour et trois pions contre deux fous, avec un fou noir en prise qui va pouvoir être sauvé par les noirs, mais vous voyez que l'avantage des blancs est acquis. Donc ça, c'est après le fou en F7, si le roi se repositionne en D8. Si par contre il se repositionne en E7, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, ça commence de la même façon, mais les noirs ont la possibilité de s'en tirer. Je vous montre par exemple la suite imaginée par Philippe Keshmaker et moi-même, et puis bon, qui n'est vraiment pas clair. Cavalier F6, fou prend G6, cavalier prend D4, c'est ça la nouvelle ressource des noirs dans cette position. Et là, après une longue réflexion, et moi j'ai capitulé, j'ai fait tourner Stockfish, et Stockfish me dit de jouer fou E8, mais avec ce coup fou E8, la partie n'est gagnée par les blancs qu'après 15 coups supplémentaires. Donc tout ça pour vous expliquer qu'on n'est pas du tout dans une suite tactiquement gagnée par les blancs et acquise dès le sacrifice du cavalier en D5. Et donc tout ça pour vous dire que c'est compliqué de jouer comme ça. Troisième variante, tactique compliquée mais prometteuse, c'est le coup cavalier B5. Pourquoi? Parce qu'en B5, le cavalier menace tout de suite la fourchette en C7 et il faut réagir. La meilleure suite, alors il y a trois défenses possibles. La dame peut venir en B6, le cavalier en A6, mais la plus naturelle, c'est un coup aussi de développement qui est le fou en D6. Et là, les suites sont compliquées pour les blancs. Ils peuvent s'en tirer après C6, C4, C6, C prend D, C prend D. Mais là, pour poursuivre l'attaque, ils sont obligés de repartir en H5 et après G6. Cavalier prend G6 fonctionne bien. Si la dame reprend, alors cavalier prend D6, coup intermédiaire. La dame ne peut plus bouger pour récupérer le cavalier, le roi bouge. Et l'attaque se poursuit ici par dame H3. Si le roi prend le cavalier, la dame récupère le fou. Si le roi joue en C7, alors c'est encore plus simple, le roi prend C8. Et vous avez un immense avantage pour les blancs. Bon, l'analyse est incomplète, mais vous avez à peu près compris l'idée. C'est quand même assez compliqué à suivre et à retenir comme coup. Moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer dans cette position un coup beaucoup plus simple, qui est de faire échec au roi ici. Alors après fou B5 échec, ce qui est confortable dans cette ligne, c'est que toutes les réponses des noirs permettent aux blancs de gagner. Que ce soit l'interposition du cavalier en C6 ou en D7, ou l'interposition du fou en D7. Alors j'ai pas le temps de vous développer les lignes, ceux qui le veulent ou qui le souhaitent peuvent me réclamer mes analyses, que je leur transmettrai gratuitement par PGN. Le plus amusant, c'est que le coup le plus naturel, qui est C6, permet aux blancs de faire de magnifiques combinaisons et finalement d'optimiser ce qu'on vient de voir à propos du sacrifice du cavalier en D5 tout à l'heure. Pourquoi? Parce que justement dans cette ligne, la ressource tactique des blancs, c'est de sacrifier le cavalier en D5 avec la menace de fourchette sur F7.
Donc là, les noirs doivent absolument reprendre ce cavalier. Dame prend D5. Et comme tout à l'heure, le fou se repositionne en C4, attaquant la dame. La dame se repositionne en E6. Et là, contrairement à tout à l'heure, le coup fou F7 marche très très bien, puisqu'après le repositionnement du roi en E7, la case la plus naturelle, et le coup fou F4, exactement comme tout à l'heure, là la menace cavalier G6 va fonctionner à plein pot, puisque la dame ne va pas pouvoir se repositionner en B6 comme tout à l'heure. Là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure serait la situation où les noirs veulent absolument préserver leur dame, ce qui finalement n'est pas la bonne tactique pour les noirs dans cette position. S'ils veulent espérer survivre, ils doivent renoncer à leur dame et chercher les compensations matérielles. On va y revenir tout de suite. Si les noirs repositionnent leur dame en F6, ce qui est finalement la case la plus logique dans cette position, alors les blancs créent une deuxième menace par dame D2, menaçant donc fou G5, empochant la dame. Et si les noirs continuent à vouloir préserver leur dame en jouant H6, donc pour empêcher l'intrusion du fou en G5, alors les noirs ont la ressource dame B4 échec. Et là, s'ils ne veulent pas mourir, les noirs sont obligés d'interposer leur dame et de subir ce fameux échec en G6 avec attaque à la découverte de la dame qui pourra être prise au choix par la dame blanche ou par le fou blanc. Pourquoi? Parce que si après dame B4 c'est le roi qui bouge, la seule case c'est en D8, et bien la suite c'est dame prend F8, roi C7, cavalier C6, échec à la découverte, et que ce soit, quelle que soit la suite, le mat est forcé. Si par exemple les noirs reprennent le cavalier, dame C5, roi D7, dame C7, échec et mat. Et si le roi s'échappe en B6, alors dame C5, roi A6, cavalier B4, échec et mat. Et si le roi se sauve en D7, c'est encore plus simple, dame E8 fait directement échec et mat. Donc ça, c'est la situation la plus jolie, c'est quand les noirs s'accrochent à leur dame. Si après dame F6, ils décident de l'oublier d'emblée, et par exemple, après dame D2, de jouer cavalier H6, cherchant des compensations matérielles, effectivement, ça marche mieux, le bilan sera moins catastrophique. Fou G5, cavalier prend F7, fou prend F6, pion prend F6, cavalier reprend F7, roi reprend F7, bilan des courses. Les noirs ont perdu leur dame et ont perdu un pion, mais ont gagné en contrepartie 3 pièces mineures. Alors ils sont en position inférieure, les blancs doivent gagner cette partie, mais c'est pas du tout cuit. Il y a encore la possibilité de survivre pour les noirs s'ils jouent très bien et si les blancs font un faux pas. Et puis ça peut être d'ailleurs consenti tout de suite cette histoire. Après, plutôt que de jouer dame F6 au moment où les blancs ont joué leur fou F4, j'y viens, ils peuvent directement jouer cavalier F6 et renoncer tout de suite à leur dame. Bon, ça donne lieu à des jolies suites, mais qui aboutissent à peu près à la même situation. Cavalier G6, échec, attaque de la dame à la découverte. Pion prend cavalier. Fou prend dame, échec. Bon. Au final, quand même, les compensations matérielles sont là. Le roi reprend l'un des deux fous en F7. Et le bilan, c'est que la dame et un pion sont échangés contre 3 pièces mineures. Donc en résumé, j'espère vous avoir convaincu que dans cette position compliquée, la meilleure façon de punir le coup D5 des noirs, au sixième coup, hein, le coup D5, c'est soit une solution positionnelle F3, tranquille, soit une solution tactique, et la plus solide semble être tout simplement
fou B5, échec au roi. Alors pour finir cette vidéo et cette série de vidéos sur le gambit letton, je vous propose un dernier exercice qui explore le repli du cavalier, non plus en C4, mais en D3. Bon, ce n'est pas la case la meilleure, mais elle n'est pas forcément mauvaise. Si les noirs reprennent le pion E, ce qui est tout à fait naturel, le cavalier peut se replier en F4. Alors imaginons la suite. Dame F5, pour libérer la case F6 pour le cavalier, cavalier C3, cavalier F6, fou E2, D5, les noirs consolident le centre, petit roc, et dame et fou pardon, D6. Les noirs se sont développés, et non seulement ils se sont développés, mais ils menacent d'empocher le cavalier qui est attaqué par 2 pièces et qui n'est défendu que par ce fou ici en C1. Je vais vous laisser 2 minutes de réflexion, vous faites pause et dites-moi comment les blancs, selon vous, doivent continuer. Alors on y va. En fait, les blancs ont 2 ressources tactiques. La première, qui est la mienne, et la deuxième, qui est celle de Philippe Keshmaker, qui a participé avec moi à l'élaboration de cette séquence. La première, c'est cavalier B5. Si le fou reprend, alors fou reprend, dame reprend, et vous voyez que la dame est la seule pièce qui défend la case C7, où le cavalier menace de faire une fourchette. Donc les blancs jouent tout simplement G3, et il n'y a plus aucune case possible sur la 7 diagonale pour défendre cette case C7. Bien entendu, il faut bouger la dame qui est en prise, ici. Et par exemple, après dame F5, qui est le coup le plus naturel dans cette position, les blancs font la fourchette. Et ce qui est remarquable dans cette séquence, c'est que non seulement ils font la fourchette, mais ils ne vont pas perdre leur cavalier. Je vous montre la suite. Roi D8, cavalier prend A8, B6 pour jouer fou B7 et récupérer le cavalier. Vous connaissez toute cette manœuvre. Et là, un magnifique coup qui est C4, qui a pour but de libérer la dame sur cette diagonale et qui va pouvoir ensuite prendre le pion et récupérer la pièce, une des 2 pièces du coin de l'échiquier. Après fou B7, dame A4, et si le fou reprend en A8, dame prend A7, et voilà, c'est QFD. L'une des deux pièces est reprise. Donc les blancs ont récupéré le matériel investi, et la balance se fait en faveur, ouais, par exemple ici, en faveur des blancs, qui ont une tour, un fou et 2 pions contre 2 cavaliers. Donc ça, c'était ma proposition. Celle de Philippe Keshmaker est aussi très très jolie. Et malheureusement, comme souvent quand on confronte opposition, c'est la sienne qui est plus jolie. Il joue dans cette position, voilà, dans cette position, il joue F3. Un coup magnifique. Si les noirs prennent le fou, les blancs ne vont pas tout de suite reprendre le fou, ils vont jouer pion prend E4, attaquant la dame, le fou noir est cloué. Donc, le meilleur coup des noirs, c'est de reprendre le pion. La catastrophe serait de reprendre le pion avec le cavalier. Parce qu'alors, tour prend F4, et la dame n'a aucune case satisfaisante de repli. Bah, elle est directement prise si elle va ici, en H5, etc., si elle reste sur cette colonne. Si elle va sur cette diagonale, par exemple en E6, les blancs vont pouvoir jouer fou G4, et après, par exemple, dame C6, qui est la meilleure case de repli pour la dame, les noirs vont perdre leur fou en C8. Donc, une pièce supplémentaire
récupérée, empochée par les blancs. Et si la dame se replie en G6, il y a le coup tout simple, fou H5, qui récupère la dame. Bien entendu, je ne vous ai pas montré, mais c'est aussi évident, si la dame se replie en G5, tour prend cavalier, et la dame est reprise ici par le fou. Donc, ça ne va pas du tout. Après la reprise ici du pion par le cavalier, les noirs sont perdus. S'ils le reprennent avec le pion, alors, tour prend fou, je vous fais grâce des repositionnements de la dame aux mêmes endroits qui posent les mêmes problèmes. La dame peut aller par contre se réfugier en A5, et là, cavalier prend E4, et vous voyez que les blancs n'ont pas un immense avantage matériel, mais ils ont une position magnifique. Une avance de développement, un roi qui est beaucoup moins exposé que le roi noir. Regardez la position pathétique des noirs, toutes les pièces sont dans les starting blocks à part ce cavalier ici et cette dame très mal située. Donc il n'est pas possible que les blancs perdent une telle position, même si les noirs jouent bien. Donc voilà pour la fin de cet exercice. Bien, donc ainsi s'achève cette troisième vidéo sur le gambit letton. C'est la dernière de la série. J'espère qu'elle vous aura rendu service, apporté des informations utiles pour vos propres parties d'amateurs. Je ne pense pas que cette ouverture soit recommandable avec les noirs en partie plus sérieuse. J'espère surtout que vous avez pris du plaisir à voir les possibilités tactiques qu'elle engendre. Et je tiens pour finir à remercier chaleureusement Philippe Kelchmaker qui a pris beaucoup de temps à revoir toutes mes séquences tactiques un peu fouillies et à hiérarchiser, à m'aider à hiérarchiser mes propos. Voilà, parce que je suis parfois tellement enthousiaste en voyant des belles combinaisons un peu tardives dans les ouvertures que j'aurais tendance à les présenter sans filtre. Donc merci à lui pour ses conseils sages. Et puis merci d'avance à vous tous qui allez commenter cette vidéo, éventuellement la critiquer, rajouter du contenu et m'aider moi-même à progresser, tant dans ma pratique échiquienne que dans la qualité du matériel que je vous donnerai à visionner. Donc merci d'avance pour votre participation, merci de votre attention. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.